Bonjour Gérard, je suis ravi et honoré de te recevoir au dojo de l'Acetai de Senlis. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation afin de mieux nous faire connaître ton parcours et surtout ta recherche en Aïkido, mais également nous donner ton éclairage sur certains points de la pratique. Donc si tu es d'accord, nous pouvons commencer. Première question. Où et comment as-tu commencé la pratique des arts martiaux et plus particulièrement l'Aïkido ? Alors, comme mon accent le laisse un petit peu sous-entendre, je suis né à Toulouse et c'est dans cette ville que j'ai commencé la pratique d'abord du judo. C'était l'époque, c'était en 1963, j'avais 17 ans. Et c'était l'époque où on parlait beaucoup des Japonais tout petits qui étaient plus forts que les méchants Américains très grands. C'était une image. Et donc je voulais faire du judo et puis au lycée, il y avait un garçon qui pratiquait dans un club de judo chez monsieur Pierre Brousse. Et donc j'ai commencé le judo. Et puis 15 jours, 3 semaines après avoir débuté la pratique du judo, à la fin du judo, mon professeur me dit tiens, tu peux regarder, il y a un japonais qui est là qui va faire un cours. Et alors, c'était Maître Noro. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout son nom. Et puis, je vois un Japonais arriver. Et Maître Noro, il aimait bien Akama de couleur blanche. Donc, c'était très joli déjà, sa tenue. Et puis, ça avait l'air très efficace, tout ce qu'il faisait. Ça avait l'air très, très beau. En plus, c'était beau. Et donc, j'ai dit à mon professeur de judo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, c'est l'aïkido. Ah, j'ai dit, je vais en faire. Il me dit, oui, d'accord. Tu en fais, mais tu continues le judo. Et c'est ainsi que j'ai commencé aïkido, judo et aïkido. Dans la pratique du judo, il y avait aussi un autre professeur, mais qui était professeur de karaté. Alors j'ai fait un peu de karaté avec lui. Et puis après j'ai quitté Toulouse pour finir mes études à Clermont-Ferrand. Déjà un parcours bien entamé. Tu peux évoquer ce qui a motivé ton départ pour le Japon et d'aller chercher à la source de l'aïkido? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour terminer mes 2 années de droit, à l'époque, le droit se faisait en 4 ans. J'ai été obligé d'aller à Clermont-Ferrand. Et quand je suis arrivé dans cette ville, en fait, il n'y avait plus d'aïkido. Il y en avait eu peut-être, mais il n'y en avait plus. Et donc, du coup, à l'époque, Maître Noro m'avait déjà donné le premier dan. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je fais. Il m'a dit, bon, ben, tu vas enseigner l'aïkido. Et donc, j'ai enseigné l'aïkido très tôt. C'était en 67, je crois. Et puis ensuite, quand j'ai terminé mes études et que je suis revenu sur Paris, à l'époque, Maître Noro avait changé, il avait créé le Kinomichi. Maître Nakazono était parti aux États-Unis. Ce qui fait que les anciens, on s'est retrouvés dans l'obligation d'enseigner. Et donc, j'ai continué à enseigner. Et j'étais jusqu'à 3e dan et je commençais à être un peu fatigué d'enseigner. Je voulais être élève. Et à cette époque-là, Christian Tissier était déjà au Japon. Et chaque fois qu'il venait à Paris, j'enseignais le midi dans un dojo, ça s'appelle Léopold Bellan. Et il venait pratiquer. Il ne voulait pas faire le cours. Je lui avais proposé, il me dit non, il venait pratiquer et puis je pouvais voir ses progrès. Et du coup, d'un côté, j'étais fatigué. Enfin, fatigué, je trouvais que c'était trop tôt d'enseigner. Je voulais être élève d'abord. Et de voir un peu Christian ses progrès, j'ai pensé, peut-être que je peux aller au Japon. Donc, je suis allé au Japon en 75, j'y suis allé 1 mois. Parce que quand même, c'est une décision assez importante pour moi. Et après 1 mois passé là-bas, j'étais tellement enthousiasmé que j'ai décidé, si j'avais la possibilité de partir au Japon, d'y partir. Et dans ma tête, je devais y rester que 2 ans. Et en fait, j'y suis resté 5 ans et demi. Ce qui fait que quand je suis rentré, au bout de 5 ans et demi, quand même, j'ai pensé que j'étais allé au Japon pour pratiquer l'aïkido et étudier l'aïkido et non pas pour avoir un métier agréable dans ce pays, ce qui commençait à arriver. Et donc j'ai dit, bon, c'est le moment de rentrer en France parce qu'autrement, tu vas t'installer dans une espèce de routine au Japon. Et donc je suis rentré en France. Mais comme j'étais resté longtemps au Japon, le métier que j'avais, ben, je ne l'avais plus. Et donc il n'y avait pas d'autre solution que de devenir professionnel d'aïkido. Et c'est ainsi que je suis devenu professionnel d'aïkido. Et comment s'est passée ton arrivée et tes débuts de la pratique au Japon? Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais disons qu'à l'époque, les Français qui étaient déjà sur place aidaient ceux qui arrivaient. Bon, Christian Tissier s'était occupé de moi pour avoir les papiers pour faire le visa, ce qu'on appelait un faux visa culturel. Et en même temps,
Quand j'étais allé en 75, il m'avait présenté à l'Aikikai. Et il m'avait présenté à différents professeurs d'Aikikai, que ce soit Yamaguchi Sensei, Arikawa Sensei, Osawa Sensei, et bien sûr le Doshu à l'époque, Kishimaru Ueshiba Sensei, etc. Il m'a aidé aussi pour trouver un appartement. Et ensuite, alors ce qui s'est passé pour moi, c'était un peu spécial parce que dans ma tête, je devais rester que 2 ans. Et à l'époque, c'était le franc, et était très fort par rapport au yen. Donc j'avais une somme d'argent assez importante et je pensais, je vais rester 2 ans, j'ai assez d'argent, je vais vraiment m'entraîner à Aikido. Et c'est tout. Donc quand les gens m'ont proposé, comme possibilité de travail, en fait, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de donner des cours de français à les Japonais. Et les anciens, ils proposaient des cours. Mais moi, j'ai refusé parce que j'ai dit, je reste 2 ans, ce n'est pas la peine. Et puis après, quand je suis resté 5 ans et demi, enfin, je ne savais pas que j'allais rester 5 ans et demi, je suis resté. Il a fallu que je trouve des cours, et au début, ça a été un peu difficile. J'ai passé une période de 6 mois où j'avais pas trop de cours, et puis j'avais fait un stage de formation pour enseigner le français par des méthodes visuelles à des Japonais. Et j'ai pu être pris dans il faut savoir qu'au Japon, beaucoup d'adultes prennent des cours dans des écoles, dans des écoles privées. Et le français, c'est la réputation, disons, de la beauté, de l'esthétique, de la mode, voilà, de l'art. Et donc, il y a 2 grandes écoles au Japon, c'était l'Institut franco-japonais et l'Athénée français. Et j'ai été pris à l'Athénée français, dont là, j'ai eu au début 9 heures de cours, après 15 heures de cours par semaine, ce qui permettait de vivre assez bien et de pratiquer comme il fallait le faire, puisqu'on était quand même là-bas, non pas pour être prof de français, mais quand même pour pratiquer l'aïkido et puis ensuite le judo. D'accord, d'accord. Et donc, directement, tu as commencé à l'Aikikai de Tokyo, Rombu Dojo. Et quels sont les différents sensei de l'époque que tu as rencontrés? Et est-ce qu'il y a un sensei qui a déjà à cette époque avait attiré ton attention? Alors effectivement, je suis allé à Tokyo parce que de toute façon, à l'époque, c'était à peu près la seule ville, il fallait peut-être Tokyo, Kyoto et Osaka, où des étrangers dans ma situation pouvaient trouver des possibilités d'enseigner le français pour pouvoir vivre. Donc comme c'était à Tokyo, Christian et tout ça, tous les Français étaient là-bas, c'était à Tokyo. Alors, il faut comprendre que quand on arrive là-bas, d'abord on est perdu parce qu'on ne parle pas la langue. On se retrouve dans une ville qui fait quand même, avec Yokohama, 30 millions d'habitants, dont tout déplacement est assez énorme. Ensuite, on arrive dans un centre, le Centre mondial d'aïkido. Il y a 5 heures de cours par jour, avec à peu près 7 à 8 sensei différents. Le minimum, c'est 6e dan, après c'est 7e, 8e. Moi, j'étais 3e. J'étais un peu, bon, on est comme ça, comme un enfant émerveillé qui voit des maîtres. Et voilà. Et donc, il n'y avait pas vraiment un maître qui m'a plus attiré que l'autre. La seule différence, c'est que à Tokyo, Yamaguchi Sensei était un des sensei qui était le plus abordable. Il était très curieux. Il aimait bien, par exemple, il donnait cours, les 3 heures de cours du lundi, c'était lui. Et il y avait un cours de 3 à 4, après de 5h30 à 6h30 et de 7h à 8h. Et de 4h à 5h30, il aimait bien aller au café, boire un café. Et on allait avec lui et on discutait. Donc il était plus abordable. Osawa Sensei, il faisait d'ailleurs moins de cours. Et puis le Doshu, lui, il était occupé. Donc c'était un peu compliqué. Les autres sensei, souvent, ils faisaient leurs cours et ils partaient. Alors on était... Bon, et puis beaucoup de Français pratiquaient avec lui. Il y avait Christian Tissier et puis d'autres personnes comme Franck Noël et tout ça qui pratiquaient. Donc il y avait une capacité, disons, de relation qui était plus développée. Et puis il faut dire que son aïkido aussi était assez merveilleux. Et il faisait beaucoup de cours. Il donnait 4 heures de cours par semaine à Aikikai. Il avait des cours privés à Shibuya le mercredi soir et le dimanche soir, où on apprenait à bien chuter parce qu'il n'y avait pas de tatami, c'était sur du plancher. Et donc j'allais vers lui parce que, pour 2 raisons. D'abord, il y avait la possibilité de faire beaucoup de cours avec lui. Et puis aussi le fait que comme il était curieux, qu'il aimait bien rencontrer les gens, bien parler avec les gens, il y avait une possibilité aussi de dialogue qui était beaucoup plus difficile avec d'autres maîtres, parce qu'ils avaient aussi leur vie.
Mais bon, ça va, c'est beaucoup de. On n'est pas vraiment. Moi, j'ai pas été tout d'un coup émerveillé par un maître. Voilà, simplement, voilà, je me retrouvais troisième dan avec des gens, des maîtres, huitième dan, septième dan, neuvième dan. Et c'est sûr qu'on est comme un enfant devant un jouet, quoi. Du Père Noël, par exemple, puisque c'est la période. Et donc tu as senti une différence importante entre la pratique à l'Akikai et ce que tu avais déjà expérimenté en France? Alors, au niveau de la pratique, non, parce que en ce qui me concerne, j'ai toujours eu comme maître que des Japonais. C'est-à-dire, en dehors du fait que mon professeur, bon, était français, Monsieur Pierre Brousse, mais on était dans un groupe où les maîtres qui dirigeaient le groupe étaient tous japonais, que ce soit Maître Noro, Maître Tamura, Maître Nakasuno. Et puis quand j'étais étudiant, l'été, je partais faire des stages, en même temps vacances, où j'allais voir Maître Tada en Italie, à Desenzano, au lac de Garde. Bon, j'allais même Maître Chiba en Angleterre, etc. Donc au niveau des gens qui enseignaient, j'ai toujours eu que des maîtres japonais en dehors de mon professeur. Donc on fait la... On ne peut pas dire qu'il y a de grandes différences au niveau pratique, puisque tous venaient du même endroit, ils venaient tous du Hambourg de jour. La grande différence, en fait, c'était les élèves avec qui on pratiquait. Cette différence a été à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que il n'y avait pas à l'époque en France de dojo où, peut-être à part Maître Noro, où tous les jours il y avait de l'aïkido. Donc, au premier moment, on se retrouve à un endroit où il est possible de pratiquer l'aïkido 5 heures par jour. Chose qui n'existait pas. Et ensuite, dans cet endroit où on pratique 5 heures par jour, il y a des gens, même si les maîtres sont 7e dan, mais il y a beaucoup de 5e dan, de 6e dan, qui eux sont élèves. Des gens qui ont connu le fondateur. Donc la grande différence, c'était déjà là. Et l'autre différence, c'est que l'aïkido, ça a été créé par des gens qui ont une certaine morphologie et que cette technique correspond bien à leur morphologie. Et donc on se retrouve à pratiquer avec des gens qui ont une morphologie différente de la nôtre. Et c'est pas si anodin que ça apprend beaucoup parce qu'ils ont des hanches plus solides que les nôtres, par exemple. Naturellement, ils sont plus forts des jambes que les Européens. Et donc tout ça, on le ressent quand on pratique. Voilà. Avec des corps aussi plus détendus souvent. Et donc, tu avais des relations avec les élèves à demeure donc japonais, hein, ou shideishi, et aussi avec des étrangers et des Français. Et tous ces échanges se passaient bien avec... Alors, il faut savoir, avec les Japonais, très peu de relations. Avec les shideishi, aucune relation. La relation était quand on se pratique ensemble sur le tatami. En fait, comment ça se crée bon, Tokyo, c'est immense. Donc, en fait, les gens de l'aïkido, ils se débrouillaient pour vivre pas trop loin du dojo de l'aïkikai de Tokyo, pour ne pas faire 3 heures de trajet chaque jour. Donc, il y avait des amis du Kano, mais où ils pratiquaient, c'était à 2 heures de chez nous. Donc, en fait, c'était les Français pratiquant l'aïkido essentiellement, qui s'aidaient entre eux. Ouais, on se voyait, beaucoup. Par exemple, moi, j'avais un appartement qui n'était pas loin de l'Aikikai, qui était dans le centre de Tokyo, enfin à Shinjuku. Donc, si on voulait sortir le soir, ils venaient coucher à la maison, etc. etc. C'était plutôt ça. Dans les relations, c'était plutôt entre Français. Et puis, et entre Français pratiquant l'aïkido. Parce que comme la ville est immense, si les personnes pratiquent à 2 heures, on ne se voit pas et on se voit d'autant moins qu'en plus les heures de cours ne sont pas les mêmes. Il faut voir aussi que tous les pratiquants d'aïkido, ils ont des heures de cours qui sont les mêmes. C'est de 6h30 à 7h30, 8h, 9h, etc. D'autres pratiquants d'autres disciplines, c'est d'autres heures de cours. Et souvent, c'est loin. Et donc, en fait, quand on se réunissait, c'était entre les gens d'aïkido. Et puis les Japonais, bon, les Oshideshi n'ont aucune relation. Et puis, non, j'ai pas de souvenir, non, pas de relation avec les Japonais. D'accord. Et donc, la vie était relativement facile en dehors de l'Akikai, quoi. Il y avait quand même un échange avec donc les Français et puis... Alors, la vie était facile. Alors, il faut quand même voir... si je donne par exemple, quand j'étais en plein entraînement, mon emploi du temps, c'était 6h30, 7h30, 8h, 9h Aikido. Après, j'allais donner mes cours de français. J'avais une moto à l'époque parce que c'était nécessaire. Donc, j'allais donner les cours de 10h jusqu'à 1h, et puis il y a une coupure de 1h30 à 3h30. Ensuite, je prenais la moto et j'allais au dojo de bâton, au dojo de Matsumura Sensei. Donc, je faisais cours de 3h30, à peu près 4h, ouais, 5h30.
Puis je reprenais la moto et j'allais faire le dernier cours à l'Aikikai, de 7h à 8h. Et après, j'étais libre. Voilà, à peu près, c'était presque tous les jours comme ça, le lundi et le mardi. Le mercredi, un peu moins. Ah, si, le mercredi matin, il y avait le cours de bâton, de 7h à 8h30. Et puis j'allais faire un cours l'après-midi. J'avais les cours de français le mardi, le jeudi, le samedi. Donc j'avais 15 heures de cours 3 x 5. Et le reste du temps, c'était de la pratique. Après, quand on avait les vacances, en général, on rentrait en France. Parce qu'au Japon, au mois d'août, c'est intenable. Donc il y avait deux solutions, ou bien rentrer en France, ou bien aller à Hokkaido, parce que c'était l'endroit un peu frais. En fait, j'ai pas beaucoup visité le Japon. Je suis allé à Kyoto. Je suis souvent allé toujours pour quelque chose. J'allais à Kyoto, par exemple, pour les grades, pour les passages de grade de judo. Donc, on visitait un peu la ville, mais on passait pas trois jours à visiter la ville. On passait 3 heures à visiter la ville et le reste du temps à s'entraîner, passer l'examen et rentrer. Des choses comme ça. Et à Shingu, j'allais à Shingu pour rencontrer Ikizu Sensei. Voilà. Donc voilà, donc c'est une vie qui était assez... la vie était réglée par l'étude des arts martiaux. Et ensuite, ce qui restait, ben, c'était le temps de libre. Il fallait quand même dormir un peu. Voilà, c'était une vie assez récupérer, c'était énorme au niveau du temps de pratique. C'était presque pas tous les jours comme ça, mais enfin, c'était pas mal. Le mardi, c'était sûr. Le jeudi, c'était sûr. Le samedi, oui. Le dimanche après-midi, il y avait le cours de bâton. Donc oui, c'était assez occupé. Ouais, c'est des rythmes qu'on ne connaît absolument pas en France. Et il fallait une moto parce que, disons même, en moto, ça prenait un quart d'heure. Si on le prenait en transport en commun, ça prenait 1 heure. Donc je ne pouvais pas faire tous ces changements. Parce que je prenais la moto à un endroit, et à une demi-heure, j'étais au dojo de bâton. Je finissais le dojo, et une demi-heure après, j'étais à l'Aikikai. Si j'avais fait ça en transport en commun, j'aurais mis 3 heures. Enfin, disons 1 heure chaque fois, 1 heure. Donc c'était impossible. Donc voilà, on avait tous des motos.